À Paris, comme dans les bases militaires les plus secrètes du pays, une tension invisible commence à vibrer. Un haut gradé de l'état-major aurait tout simplement refusé d'exécuter une directive directe émanant du président Emmanuel Macron. Ce geste choquant, relayé par plusieurs sources militaires sous couvert d'anonymat, fait trembler les murs du pouvoir. Est-ce le début d'un effondrement interne ou bien un avertissement voilé d'un mouvement plus profond, plus organisé, qui prend forme dans l'ombre, ce refus d'apparence isolée n'est en réalité que la partie visible d'un mouvement beaucoup plus vaste. Dans les casernes, les conversations changent de ton. Des officiers parlent désormais à voix basse de principes bafoués, de serments trahis et d'une ligne rouge que le pouvoir politique vient de franchir. Ce n'est pas un thriller politique ni un roman dystopique, c'est ce que vivent nos institutions à cet instant précis. Une fracture s'ouvre entre le commandement militaire et l'exécutif. Et elle s'élargit chaque jour davantage. Ne sous-estimez pas l'onde de choc. Ce qui s'amorce en France pourrait déclencher une réaction en chaîne bien au-delà de nos frontières. Des généraux à la retraite des analystes géopolitiques et même certains alliés étrangers observent la situation avec une inquiétude croissante. Si l'armée française remet en cause l'autorité présidentielle, quel message cela envoie-t-il aux autres démocraties occidentales déjà fragilisées ? Le monde entier regarde, car le dénouement de cette crise pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir mondial pour les décennies à venir. Visualisez un instant le chef des armées françaises, censé incarner autorité et stabilité, confronté à une insubordination flagrante dans ses propres rangs. Des commandants qui, loin de répondre à vos ordres, exigent des explications et dénoncent des dérives. Dans les couloirs de l'Élysée, ce n'est plus l'ordre, mais le doute qui règne. Et pendant ce temps, le peuple confus regarde ce spectacle inquiétant avec un mélange de stupeur glacée et de colère sourde. Et pendant que les doutes s'accumulent, l'exécutif tente de reprendre le contrôle en urgence. Macron, visiblement acculé, a convoqué une réunion restreinte de crise avec ses plus fidèles conseillers. On parle de restrictions renforcées dans les communications internes de l'armée de surveillance discrète des officiers soupçonnés de dissidence et d'un verrouillage complet des fuites vers la presse. Les chaînes d'information, quant à elles, martèlent les éléments de langage du gouvernement tentant de rassurer l'opinion publique. Mais la panique dans les coulisses est palpable. Mais qu'est-ce qui rend cette situation si critique, si instable, au point de déclencher une réaction aussi nerveuse de l'état-major? Pourquoi l'autorité présidentielle semble-t-elle s'éroder à une vitesse fulgurante, sans résistance apparente de ses propres relais institutionnels? Ce refus d'obéissance n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un climat de méfiance grandissante, d'accusations de dérives autoritaires et de décisions jugées contraires à l'esprit républicain. Pour comprendre la portée réelle de cette fracture, il faut examiner les événements récents un par un, comme les pièces d'un mécanisme dont l'issue pourrait être explosive. Selon plusieurs diplomates, ce refus militaire aurait déjà eu des conséquences diplomatiques concrètes. Des négociations stratégiques avec des puissances étrangères auraient été suspendues, faute de clarté sur la chaîne de commandement à Paris. Des partenaires historiques inquiets auraient gelé certaines coopérations sensibles dans le domaine de la défense. Ce n'est plus seulement une crise interne, c'est un affaiblissement visible de la parole de la France sur la scène internationale. Pour les citoyens, c'est un nouveau coup porté à la transparence qu'ils réclament depuis des années. Sur le plan intérieur, les lignes de fracture se multiplient à une vitesse alarmante. Les cadres intermédiaires de la haute administration, jadis loyaux sans faille, commencent à remettre en question la légitimité des directives venues du sommet. Dans certains ministères, des voix s'élèvent discrètement pour dénoncer des dérives autoritaires et des manipulations internes.
L'autorité présidentielle, jadis incontestée, est désormais perçue comme instable, contestée même par ceux qui faisaient partie du cœur de l'appareil d'État. Une situation que personne n'aurait imaginée il y a encore quelques mois, pendant que les institutions vacillent. Le coût pour les citoyens ne cesse de grimper. Les erreurs de pilotage politique combinées à une gestion autoritaire et opaque ont engendré une explosion des dépenses publiques sans précédent. Plusieurs économistes tirent la sonnette d'alarme, les déficits atteignent des sommets et la dette enfle à un rythme insoutenable. Les hausses d'impôts s'accumulent, la pression fiscale étrangle les classes moyennes pendant que l'inflation ronge silencieusement le pouvoir d'achat. Et dans les quartiers délaissés, l'insécurité progresse comme si l'État reculait jour après jour. Les fondations mêmes de l'État vacillent. Les réseaux logistiques publics s'effondrent. Les infrastructures stratégiques sont vendues à des intérêts privés et les chaînes industrielles sont démantelées sans remords. Certains analystes commencent à parler non plus d'incompétence, mais d'un projet volontaire de désagrégation. Un plan cynique où l'intérêt national est sacrifié au profit de gains personnels, de contrats opaques et de protections croisées. Et pendant que les rouages institutionnels s'effritent, une élite protégée prospère dans le silence à l'abri de toute sanction. Alors posons la question que tout le monde évite, jusqu'où cela ira-t-il ? Peut-on vraiment croire que ce système gangrené de l'intérieur va se réformer de lui-même ? Chaque jour qui passe renforce l'idée que l'équilibre institutionnel est brisé, les mécanismes de contrôle ne fonctionnent plus, les contre-pouvoirs sont neutralisés et la parole citoyenne n'a plus d'écho. Face à cet effondrement silencieux, le réveil ne viendra ni des urnes, ni des discours, il viendra d'un sursaut collectif où il ne viendra pas du tout. Pendant que la tension monte dans les casernes et que le doute s'installe dans les institutions, un silence inquiétant s'épaissit au sommet de l'État. Macron ne parle plus. Il observe retranché dans l'enceinte de l'Élysée, tandis que les signaux d'une rupture systémique se multiplient. Des officiers réclament des comptes des fonctionnaires, des noms sont en coulisses, mais le pouvoir reste figé, comme paralysé par sa propre impopularité. Ce mutisme soudain, loin de rassurer, alimente toutes les hypothèses, y compris les plus explosives. En juillet 2025, l'Élysée a tenté de reprendre la main par une décision risquée pour suivre un groupe de colonels à l'origine de fuites internes. Mais cette manœuvre, au lieu d'étouffer l'affaire, a déclenché une vague d'indignation au sein même des cercles institutionnels. Macron, connu pour son double langage selon les audiences conciliant à Bruxelles, intransigeant à Paris, s'est retrouvé piégé par ses propres contradictions. La communauté internationale, d'abord prudente, commence à exprimer ses inquiétudes. L'image d'un président isolé, contesté dans son propre camp, devient de plus en plus difficile à contenir. Ce chaos institutionnel n'est pas une coïncidence. Il est le fruit d'années de centralisation excessive d'autoritarisme masqué sous un vernis républicain. Mais alors, qui est véritablement Emmanuel Macron ? L'homme qui prétend incarner la modernité politique est aujourd'hui au cœur d'un isolement sans précédent. Son parcours, son style de gouvernance, sa manière de contourner les contre-pouvoirs, tout cela mérite d'être mis en lumière, car c'est ici que se cache l'origine du blocage. Le système vacille peut-être, parce que son sommet s'est éloigné de toute réalité. Il devient urgent de lever le voile sur l'homme derrière le costume présidentiel. Celui qui se présente comme un stratège de l'avenir a en réalité multiplié les choix hasardeux et les décisions unilatérales. Au lieu d'un capitaine courageux dans la tempête, c'est un gestionnaire technocratique déconnecté des réalités du terrain que l'on découvre peu à peu. Ses discours brillants masquent mal une mécanique politique froide, dénuée d'écoute, fondée sur le contrôle, plus que sur la vision. Et cette posture longtemps tolérée est aujourd'hui en train de se retourner contre lui.
Derrière le vernis d'un leadership prétendument rationnel, c'est une dynamique de verrouillage et de contrôle total qui s'installe. Le pouvoir n'est plus exercé dans l'intérêt collectif, mais selon des priorités personnelles, dictées par l'image, les sondages, et la peur de perdre l'ascendant. Les mécanismes de transparence sont contournés, les organes de contre-pouvoir affaiblis, et toute voix dissidente est discrètement marginalisée. Ce mode de gouvernance, fondé sur l'évitement et la concentration autoritaire, alimente une rupture silencieuse entre l'État et les citoyens. Et aujourd'hui, c'est l'armée elle-même qui commence à faire entendre ce malaise. Cette mécanique de contournement institutionnel ne date pas d'hier. Depuis ses premiers pas en politique, Macron a toujours préféré les décisions en coulisses aux débats ouverts. Les grandes orientations sont souvent décidées dans des cercles restreints, loin du regard des élus et encore plus des citoyens. À chaque étape clé de son mandat, on retrouve le même schéma centralisé, verrouillé, imposé. Aujourd'hui, cette méthode ne passe plus inaperçue, elle devient le point de rupture avec l'ordre républicain. Ce décalage entre le sommet de l'État et la base de la société n'a jamais été aussi flagrant. Alors que le pays affronte des tensions multiples économiques, sociales, militaires, le chef de l'exécutif semble évoluer dans un univers parallèle. Les décisions sont prises comme si la réalité du terrain n'existait pas, comme si les inquiétudes du quotidien étaient artisecondaires. Ce mépris implicite pour les priorités des Français alimente une colère froide, tenace, qui dépasse les clivages politiques. Et dans ce vide de représentation, ce sont d'autres voix plus enracinées qui commencent à prendre le relais. Le cœur du problème réside peut-être dans l'absence d'ancrage réel dans la culture de l'État. Macron n'a jamais incarné cette continuité républicaine qui lie un dirigeant à son peuple et à ses institutions. Ses décisions ressemblent davantage à des calculs de gestion qu'à des engagements d'hommes d'État. Face aux défis majeurs, pénurie d'énergie, crise de confiance, tensions stratégiques, il applique des réponses théoriques sans racines ni vision long terme. Et ce manque de lien profond avec la nation explique sans doute pourquoi le pays glisse lentement vers une fracture irréversible. Au sommet de l'État, l'indécision est devenue une constante. Les hésitations répétées, les volte-face stratégiques et les discours contradictoires ont désorienté les cercles de commandement. Dans les moments cruciaux, où un cap clair aurait dû être affirmé, c'est le flou qui s'est imposé. Cette instabilité chronique a semé le trouble dans les rangs affaiblis les alliances et ouvert la voie aux frictions internes. Dans un tel contexte, même, l'armée finit par douter de la ligne à suivre. Si l'on observe l'ensemble du quinquennat, un constat s'impose, la structure de l'État s'érode méthodiquement. Les fondements institutionnels sont affaiblis, les piliers administratifs fragilisés et les décisions se prennent dans une confusion croissante. Plus qu'un dysfonctionnement ponctuel, c'est un effondrement progressif de la cohésion nationale qui se joue. Les mécanismes démocratiques sont saturés, les relais politiques désorganisés et la verticalité du pouvoir ne tient plus que par inertie. Dans ce contexte chaotique, chaque crise devient une menace systémique. Dans ce climat de désagrégation institutionnelle, le lien entre la population et les autorités centrales s'effiloche. Une défiance massive s'installe, non pas sur un désaccord ponctuel, mais sur une impression durable d'abandon et de dérive. L'État, censé garantir la cohérence, semble désormais flotter sans cap, sans écoute, sans prise réelle sur les urgences du terrain. L'incapacité à anticiper, à protéger, à décider alimente un vide stratégique que plus personne ne cherche à masquer. Et ce vide, tôt ou tard, appelle à une réaction parfois brutale, parfois inattendue. Alors que les signaux d'alerte se multiplient à tous les niveaux, l'exécutif semble incapable de produire une vision cohérente. Plutôt que d'anticiper,
Il réagit dans l'urgence, déployant des discours sans suite, des annonces sans impact réel. La France avance à l'aveugle dans un brouillard stratégique où chaque décision semble improvisée. Le pouvoir absorbé par la gestion quotidienne de ses propres contradictions laisse le pays dériver sans gouvernail. Et dans cette errance institutionnelle, le risque d'un effondrement simultané des leviers politiques, sociaux et militaires devient plus qu'un scénario, une trajectoire. Des constats implacables, car ils révèlent le déclin de nos capacités fondamentales à protéger notre propre souveraineté. Les signaux de rupture ne viennent plus seulement d'en haut, mais s'enracinent désormais au cœur du territoire. Zone de non-droit, désorganisation des services publics, paralysie des structures locales, c'est toute la colonne vertébrale nationale qui vacille. Quand l'État n'arrive plus à affirmer son autorité sur son propre sol, ce ne sont plus des dysfonctionnements, ce sont les symptômes d'une dislocation. Et dans cette fissure, d'autres forces plus radicales, plus déterminées, se préparent à occuper l'espace. Les structures d'encadrement sont à bout force de l'ordre sous-équipé, justice saturée, administration territoriale, en sous-effectif chronique. Partout, l'État recule, cédant le terrain à la désorganisation et à la perte de repères. Les réponses institutionnelles sont lentes, inadaptées ou totalement absentes. Une question se pose, alors cette inertie est-elle seulement de l'incompétence, ou bien une stratégie calculée? Car dans le vide, certains construisent leur pouvoir. Et dans le chaos, quelques-uns consolident leur contrôle. Certains parrainent sur l'usure collective. Un pays vidé de son énergie épuisée par les tensions successives finit par céder face à l'autorité sans plus questionner sa légitimité. Dans ce scénario, plus besoin de répression brutale, l'effondrement moral suffit à verrouiller les consciences. Et pendant que l'opinion publique s'éteint lentement, les nouveaux équilibres de pouvoir s'organisent en coulisses, loin des regards. C'est cette mécanique invisible qui rend la situation si périlleuse. Elle avance sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Tant que les décisions restent cantonnées à des effets d'annonce sans traduction opérationnelle, le pouvoir n'exerce plus, il simule. Les promesses répétées, les discours calibrés, les lois votées mais jamais appliquées, forment une chorégraphie politique vidée de sens. Chaque crise devient une mise en scène, chaque mesure une façade. Mais derrière ce théâtre institutionnel, les rouages de l'État se grippent lentement jusqu'à l'arrêt. Et quand l'autorité devient purement symbolique, c'est l'ordre républicain lui-même qui entre en zone grise. Dans ce climat de paralysie générale, le sommet de l'État n'incarne plus la décision, mais l'hésitation permanente. Chaque jour, les annonces se contredisent, les lignes bougent, puis s'effacent, laissant place à une incertitude devenue chronique. Il ne reste plus ni cap, ni autorité, ni courage politique. Le pays n'est plus dirigé, il est suspendu au silence, aux atermoiements, aux renoncements successifs. Et c'est dans ce vide de commandement que germent les ruptures les plus radicales. Dans les failles ouvertes par l'inaction de l'exécutif, des réseaux, jusqu'alors éparpillés, commencent à se structurer. Des collectifs, des groupes de réflexion, des communautés locales tissent des liens invisibles, mais de plus en plus solides. Ce qui hier encore relevait de l'indignation isolée devient lentement une architecture d'alternative. Les sujets évacués par le pouvoir sécurité, souveraineté, justice sociale sont repris ailleurs avec méthode. Et pendant que le centre vacille, les périphéries s'organisent. Ce que l'on croyait verrouillé à jamais commence à se fissurer. Les espaces de débat longtemps monopolisés par une élite médiatique alignée sont progressivement investis par d'autres voix. Des plateformes alternatives, autrefois marginales, deviennent les nouveaux lieux de vérité brute, loin des filtres institutionnels. Les récits officiels perdent leur monopole, les angles morts se remplissent d'archives d'analyse, de témoignages longtemps étouffés. Et ce basculement informationnel
agit comme un catalyseur. Ce que l'État ne peut plus cacher, la société commence à le documenter. Ce qui s'est produit restera gravé comme un tournant majeur dans l'histoire contemporaine. Pour la première fois, une fracture ouverte entre le commandement militaire et l'exécutif n'a pas été étouffée, mais observée, relayée, assumée. Ce qui relevait hier de l'impensable est aujourd'hui discuté dans les cercles diplomatiques, analysé par les stratèges, redouté par les chancelleries. Un point de non-retour a été franchi non par un soulèvement visible, mais par une rupture froide, méthodique et institutionnelle. Et cette rupture désormais publique change radicalement la donne. La nation confrontée à une perte de repères sans précédent se trouve à la croisée des chemins. Ce moment de bascule impose une redéfinition de ce que signifie être souverain maître de ses choix, de ses institutions, de sa destinée. Ce réveil n'est pas une réaction isolée ou circonstancielle, c'est le fruit d'une fatigue accumulée face à des décennies de dilution politique, d'opacité technocratique et d'impuissance affichée. La France ne cherche pas une rupture idéologique, mais une reconquête de lucidité. Car pour ne pas sombrer, elle doit d'abord se reconnaître. Ce qui émerge aujourd'hui n'est pas une révolte de principe, mais une construction méthodique d'alternatives fondées sur le réel. Fini l'époque des slogans creux et des promesses hors sol, place à une exigence de résultats, de clarté et d'efficacité institutionnelle. Les dynamiques actuelles ne cherchent pas à renverser pour détruire, mais à corriger pour reconstruire. On assiste à l'installation progressive d'un nouvel équilibre forgé, non par idéologie, mais par nécessité historique. Et dans cette dynamique, chaque acte compte, car il redéfinit les contours du pouvoir à venir. Le basculement en cours ne touche pas uniquement les structures politiques, mais s'étend à l'ensemble des circuits de l'information. Des espaces d'analyse indépendants émergent, cassant les cadres narratifs préfabriqués et remettant en cause les grilles de lecture dominantes. Une nouvelle grammaire du réel s'impose, fondée sur des faits vérifiables, des raisonnements rigoureux et une volonté farouche de rendre compte. Ce mouvement intellectuel ancré dans la lucidité collective bouleverse la manière dont le pouvoir est observé, critiqué et compris. Et cette mutation cognitive précède souvent la transformation des rapports de force. Les cloisons qui séparaient jadis la parole officielle et la réalité vécue se désagrègent à vue d'œil. Ce qui était autrefois réservé au cercle fermé ou relégué aux marges revient aujourd'hui au centre du débat public. Les citoyens ne se contentent plus de recevoir l'information, ils l'examinent, la contestent, la recoupent et parfois la produisent eux-mêmes. Cette réappropriation du discours collectif marque un tournant démocratique profond. Ce n'est pas l'éclatement du système, mais sa remise à plat par ce qu'il prétendait représenter. Au milieu du tumulte, une voix persiste, celle des générations qui ont traversé les heures sombres du siècle passé. Ces femmes et ces hommes témoins directs des fractures du monde portent en eux une mémoire exigeante et une vigilance lucide. Ils ne réclament ni agitation ni revanche, mais un retour à la rigueur morale, à la parole tenue, à la dignité politique. Face au brouillard de l'époque, leur appel à la clarté résonne comme un rappel fondamental, sans repère, une nation s'égare. Et ce sont souvent les plus anciens qui silencieusement redessinent la boussole collective. Ce dont la nation a urgemment besoin, ce n'est pas d'un ajustement superficiel, mais d'une rupture assumée avec un système arrivé à bout de souffle. Les demi-mesures n'ont plus leur place, pas plus que les compromis dictés par la peur du bruit médiatique. Il faut rétablir une ligne claire, restaurer l'autorité de l'État, redonner un sens au mot engagement public. Sans ce virage radical, chaque jour passé alimente l'enlisement. Et ce qui aujourd'hui semble encore réversible demain
ne le sera plus. Il est temps de redéfinir clairement ce que signifie gouverner dans l'intérêt général. Chaque choix politique doit désormais répondre à une exigence simple mais vitale. Servir d'abord ceux qui construisent, financent et font vivre ce pays. Protéger les droits. Renforcer la justice sociale, garantir la sécurité matérielle non par slogan, mais par acte mesurable. La priorité nationale ne doit plus être un tabou, mais une évidence structurelle. Car une nation qui néglige les siens pour plaire à l'extérieur finit toujours par s'effondrer de l'intérieur. Le vide laissé par l'usure du pouvoir ne peut plus durer éternellement. Face à l'effondrement progressif des institutions, l'opinion attend des réponses claires, des orientations fortes, une parole ferme et structurée. Mais aucun projet ne semble aujourd'hui en mesure de rassembler, de rassurer, ni d'anticiper ce qui vient. La classe politique fragmentée, hésitante, recule là où elle devrait avancer. Et pendant ce temps, l'Élysée vacille cerné, non par des ennemis extérieurs, mais par ses propres contradictions internes. L'appareil présidentiel semble désormais fonctionner en pilotage automatique, sans ligne claire, sans cohérence entre ses différents pôles. Au sein même de l'exécutif, les désaccords s'accumulent, les arbitrages se font attendre et les décisions tardent à être incarnées. Chaque prise de position révèle une majorité fracturée, sans cap ni socle idéologique solide. Dans ce brouillard institutionnel, les alliances se font et se défont au gré des crises, sans vision de long terme. Et c'est précisément ce flottement qui renforce l'hypothèse d'un effondrement programmé. Les jours à venir seront déterminants. Nous sommes entrés dans une séquence où chaque hésitation, chaque posture, chaque décision comptera davantage que jamais. Ce n'est plus le temps des diagnostics, mais celui des choix irréversibles. Le pays se tient au bord d'une bifurcation historique, continuer sur la voie de l'enlisement ou s'engager enfin dans une refondation concrète. Et le pire serait de croire que l'inaction est encore une option. Le système en place se retrouve désormais face à une alternative implacable, se réinventer ou se laisser dissoudre. Soit une volonté politique inédite émerge pour reconstruire sur des bases solides, soit le pays poursuivra sa lente désintégration sous le poids de ses contradictions. Il n'y aura pas de retour à la normale. Il n'y aura pas de sortie sans transformation. Ce n'est plus une question de réforme, c'est une question de survie. La question désormais vous revient, quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette séquence historique? Observer passivement ou devenir acteur d'une vérité qu'on ne pourra plus étouffer? Chacun détient une part de responsabilité et peut, par sa lucidité, faire basculer l'équilibre. La suite dépendra de notre capacité collective à refuser l'effacement et à exiger des comptes. Car c'est maintenant que tout se décide, que tout